Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Delta Green avec une copie de Dead Drops qui est un recueil de scénarios qui ont été compilés et sortis en physique en juillet dernier. Donc ça c'est une habitude très classique, j'ai envie de dire, de beaucoup d'éditeurs et surtout d'Arc Dream. Arc Dream a eu la gentillesse en fait de me donner cette copie afin de faire une critique. Donc évidemment prenez ça. J'ai fait mon disclaimer, donc après, à vous de voir si j'ai perdu beaucoup de points de santé mentale ou pas. En attendant, c'est très gentil à eux. Sinon, je les aurais achetés, hein, de toute façon. Je ne peux pas trop de questions. Et donc, comme je disais, leur système, c'est de sortir généralement 3 ou 4, plutôt 4 scénarios, et après les regrouper en bouquins physiques. Donc, je vous avais déjà montré A Night at the Opera, Black Sites, et donc là, et Control Group. Donc ça, c'est le quatrième bouquin qui est une compilation de scénarios pour le nouveau Delta Green, puisque entre-temps, ils ont ressorti The Conspiracy, qui est la version, en fait, qui est un supplément de scénario, le recueil, en fait, pour jouer Delta Green 90, donc l'édition de Descartes que vous avez peut-être connue à la fin des années 90, avec le système actuel de Delta Green, notamment le système des bounds, avec le basique qui est un peu remanié. Donc on va sans tarder sauter dans ce supplément que j'ai beaucoup aimé. Après, libre à vous de me dire dans les commentaires si ça vous intéresse que je demande des copies des scénarios individuels, hein, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que le prochain gros supplément, donc comme Dead Drops, va sortir, on ne sait pas exactement, peut-être en printemps 2025, et ça sera par le même type qu'a fait God's Teeth. Et je crois que chacun des scénarios, ça a un nom un peu comme ça, c'est genre God's Maw, God's Eyes, God's Law, et le dernier, c'est en gros, ce sera un supplément avec tous les Gods qui seront considérés comme des scénarios potentiellement secondaires, indépendants, hein, mais qui peuvent être utilisés durant la campagne God's Law, pardon, je vais y arriver, God's Teeth, qui est une campagne qui justement offre beaucoup d'ellipses temporelles. Donc après, vous me disiez, enfin, dites-moi si vous préférez voir les scénarios indépendamment ou juste que j'attends d'avoir le recueil pour faire une review. Je pense que dans les deux cas, Monsieur et Madame Ivy et Monsieur de Twiller, ça ne les dérange pas, mais bon, voilà, c'est vous qui voyez. Sinon, ça fera un peu redite quand j'aurai le recueil. Évidemment, tout ça, je le fais en PDF, mais vous pouvez acheter le bouquin en physique, je mettrai le lien dans la description. Donc nous allons avoir cette fois, je crois, ces 4 scénarios pour des horreurs sharp, donc affûtée et profonde pour Delta Green. Et c'est plutôt des scénarios, effectivement, qui sont pas dégueulasses. Pardon, il y en a même 5. Vous allez voir, c'est très très rigolo. Le dernier scénario en particulier m'a vraiment émoustillé. Donc on est sur du Delta Green très classique, avec des scopes qui sont différents, des temps de jeu qui sont relativement les mêmes, à part le dernier, dont on va reparler un peu, parce que c'est vraiment peut-être le scénario qui est le plus particulier pour des raisons de jeu et des raisons de temporalité. Et bon, on va passer une petite intro, je vais pas trop lire, où bon, Monsieur Tynes nous explique un petit peu ce qu'il apprécie. On commence sur le premier scénario qui s'appelle Méridian. Méridian, et tu ne peux pas mourir Cathy, qui est une citation au cœur du bouquin. Vous allez comprendre pourquoi. Et donc ça, c'est Cathy, qui, comme vous voyez, a un peu les dents fluo. Donc l'idée, c'est que, bon, on a des cartes et tout. Donc Méridian, ça parle de quoi? Méridian, ça se passe au fin fond. En fait, c'est un scénario d'introduction à Delta Green. C'est un peu comme Shadow Plays and Puppet Master, le scénario où on poursuit un tueur indien qui est dans le Delta Green original. C'est-à-dire que là, vous êtes censé, en théorie, jouer deux agents. Le scénario est conçu pour deux agents, mais vous pouvez en faire plus. Vous êtes des agents de l'IRS et je crois du FBI qui ont été assignés à une task force, qui est un vrai truc, hein, qui existe vraiment, qui est une task force dédiée aux enquêtes sur en fait les actes religieux, pas vraiment les crimes, mais en gros c'est un truc qui a été monté par l'un des procureurs, je crois, de Trump, hein, qui s'appelle Jeff Sessions, qui en fait est un truc complètement bidon qui permet, parce qu'en fait aux États-Unis, le grand truc des religions aux États-Unis, c'est que si vous êtes reconnu comme religion, vous ne payez pas d'impôts. Donc forcément, c'est très intéressant d'être une église. Et c'est pour ça que notamment l'église de Scientologie est une église, il n'était pas con le père Barbe, enfin s'il était par certains aspects. Et du coup, Jeff Sessions a monté cette espèce de task force spéciale sur les actes religieux pour, en gros, officiellement, c'est pour enquêter sur les religions qui ne payent pas leurs impôts ou qui trichent un peu avec certains éléments. Mais officieusement, c'est un moyen pour donner du temps à ces religions pour se mettre en ordre. Et en fait, la task force, c'est quasiment
un effet de smoke and mirrors. En fait, c'est un coup de pouce qu'a filé Sessions, c'est donc le premier gouvernement Trump, pour faire en sorte que les religions aient encore quelque part plus de poids, et si jamais elles ont des soucis avec la justice, gagner du temps pour justement faire traîner des dossiers. Donc c'est assez tragique. Donc comme vous l'imaginez, ça n'a aucun sens, ça ne sert à rien, et ça tombe bien parce que l'idée, c'est que les joueurs, les deux agents, sont punis. En fait, ils sont punis, on les met sur task force, et on les dit, vous allez aller à Joplin, qui est au fin fond du Missouri, pour enquêter sur une toute petite église qui potentiellement ne paye pas bien ses impôts ou triche avec l'argent du contribuable. Et c'est là que ça devient rigolo, parce que quand ils arrivent à Joplin, il y a effectivement une toute petite église, mais un truc absolument ridicule, qui est géré par un seul mec, qui est un ancien dealer, voilà, qui a fait plein de mauvais coups, et qui s'est réformé, qui a trouvé Jésus, et qui a monté sa petite église. Où il s'occupe surtout d'enfants, en fait, un peu paumés. Et l'idée, c'est que ce type-là, en fait, il a même pas une église, en fait, il a rien, il a pas d'argent, donc techniquement, on peut pas le taxer, quoi. C'est ridicule. Quand vous trouvez son église, qui est pas en plus dans le Missouri, mais dans l'Oklahoma, donc juste à la frontière. Donc, ce qui fait que vous arrivez à Joplin, il n'y a rien déjà, donc vous devez commencer à mener l'enquête pour trouver cette espèce de fameuse église qui s'appelle les Holy Light Ministries, donc je suppose que c'est le ministère des Saintes Lumières. Vous allez voir, le titre est important. En fait, il faut déjà vous trouviez où c'est, quoi, parce que tout le monde vous dit « Ah ben ouais, on le connaissait, ce type-là, ce Daniel Killer, c'était une mauvaise graine, et puis il a vu la lumière. » Et donc, en fait, tous les gens qui sont conservateurs, religieux, vont pas vous aider pour le trouver. Donc, les seuls mecs pour qui qui vont vous donner un coup de main, c'est en gros une assistante sociale de Joplin, qui a une ville assez grosse, et éventuellement les flics du coin, quoi. Enfin, un ou deux flics. Et en gros, même l'assistante sociale, au début, pour vous sonder, elle vous amène dans un bar le soir avec son mari, grosso modo, il y a une espèce d'allumeuse qui est là, qui est connue, genre, c'est Jenny, quoi. Enfin, et ce qui se passe, c'est que, grosso modo, l'assistante sociale dit « Ouais, vas-y, tu veux... » Parce qu'elle commence à flirter avec vous. Elle dit vas-y, elle est libre, en fait. Il y a un de ses anciens petits copains qui arrive, qui casse la gueule, comme dans Roadhouse, dans tous les films un peu du genre. T'en veux encore? Tu veux te battre, eunuque? Je suis pas venu pour te montrer mes couilles. Ça te gratouille ou ça te chatouille? En fait, c'est fait exprès pour vous jauger, en fait. Donc, potentiellement, l'assistante sociale est une friendly, ça peut être un PJ supplémentaire. Et l'idée, en fait, c'est que... Donc, il y a deux problèmes dans cette histoire, vous avez deviné. La première, logiquement, c'est que cette église, même si elle n'a aucun moyen, et c'est vraiment, comme je dis, c'est une toute petite église en ruine, il n'y a pas de lit, il n'y a pas de réfrigérateur, donc en fait, les types, et c'est comme ça que vous pouvez les trouver, Killer et les gamins, donc c'est Killer, un K-E-E-L-E-R, c'est pas Killer comme ça, Go Killer. Et les gamins qui l'hébergent, en fait, font des petits jobs, et ils vont dans les 2 stations d'essence aux environs pour acheter des ramen, enfin des trucs qui se mangent assez facilement. Mais il se trouve qu'il a vraiment un problème avec des fameuses lumières. C'est-à-dire que la région est connue pour quelque chose qui s'appelle le Ghost Light Bridge, donc qui est un pont où on peut voir des illuminations le soir, des lumières qu'on n'explique pas, donc dans la grande tradition X-Filienne, où les gamins de Joplin viennent pour se bourrer la gueule, fumer des pétards, prendre des champis. Et donc en fait, c'est un peu perturbant, et en fait c'est la vraie raison pour laquelle les PJ ont été envoyés ici, parce que effectivement ils sont pas punis. En fait, ce qu'on se trouve, c'est que la Religion Task Force, en fait, dans laquelle font partie les joueurs, leur chef est membre de Delta Green, et en fait pour lui c'est parfait, parce qu'il peut, vu que cette Task Force est bidon, il peut l'utiliser pour tester, aller chercher, en fait, enquêter sur les rumeurs un peu bizarres qui seraient liées au unnatural, donc le surnaturel, le contre-nature, quoi. Le mythe de Cthulhu, et envoyer des mecs qui peuvent potentiellement être des agents. Donc ce qui fait qu'en fait, vous êtes des agents potentiellement recrutés par Delta Green. L'histoire est très enfin, de base, toute l'enquête est vraiment bien, c'est-à-dire que vous arrivez à Joplin, personne vous aide, et vous commencez à trouver, donc avec l'assistance sociale, vous allez rencontrer notamment une gamine, de 14 ans, vous lui payez un McDo, enfin les descriptions sont absolument géniales. Si c'est traduit en français, j'espère qu'ils garderont, parce qu'on est vraiment sur une âpreté extrêmement forte, de l'Amérique post-Trump, où en gros la gamine, on vous explique, elle a forcément, elle a 16 ans, et vous lui payez, le prix, ils disent un truc genre, le prix de son témoignage, c'est un menu best-of, et vos frites, c'est toujours très très bien foutu. Et donc avec l'enquête, avec la gamine, vous dit, effectivement, il y a une église, j'y suis pas trop allé, mais je connais des gens qui y sont. Et donc après, c'est à vous de voir comment vous arrivez à gérer, parce que forcément, on est aux États-Unis, donc il y a une défiance vis-à-vis du gouvernement central fédéral.
qui fait que si vous y allez comme des kékés, notamment voir les gamins sur le Ghost Bridge, donc là où il y a le pont où il y a des ghost lights qui apparaissent dans la nuit, les gamins vont vous fuir. Donc il y a tout un... Et votre but, c'est vraiment de trouver les... Donc je passe un petit peu sur toute l'enquête, mais c'est de trouver les gamins notamment qui font partie de l'église, parce que, encore une fois, l'église, vous savez, personne ne sait où elle est, et il y a beaucoup de gens, en fait, qui considèrent que c'est une chose positive. Ce qu'elle l'est, en fait, concrètement. C'est ça qui est ça l'horreur de scénario, enfin l'horreur. La cruauté de ce scénario, c'est que le mec, effectivement, s'est réformé, et il aide vraiment des gamins. Il n'y a rien de crade, en fait, là-dessous. Donc, par exemple, dans les stations essence, qui leur fournit, enfin, c'est là où ils achètent leur bouffe, les gens, si vous foirez vos jets, vont vous tomber dessus, vont vous donner des contre-informations, et si vous allez voir un peu les gens du coin, ils vont vous dire mais qu'est-ce que vous avez contre un si bon chrétien, et patati et patachmol. Donc on est vraiment dans une sorte de Southern Gothic très classique, pleine de bonnes paroles. Vous pouvez même aller chez la mère donc, de Killer pour trouver sa chambre d'ado façon années 90 avec des cartes Pokémon, des Game Boy Color. Enfin voilà, il y a tout un truc, on est vraiment dans du X-Files très très terre à terre. Et c'est pour ça que j'aimais beaucoup ce scénario. Je trouve que c'est une très belle introduction à Delta Green qui est beaucoup moins violente que le truc avec la grand-mère dans le trou, là, c'est quoi, c'est Last Thing Last, qui est le scénario gratuit que vous avez dans l'écran, qui est bien, hein, c'est un super scénario de convention, ou le truc avec le scénario qui est à la fin, qui est Operation Fulmigate, je crois, qui est à la fin du livre du handler, donc de l'agent traitant, qui lui est beaucoup trop violent à mon avis pour des gens qui commencent Delta Green. Enfin en gros je vous passe enfin vous l'avez sûrement lu, mais c'est un gamin qui apparaît au fin fond de la forêt alors qu'il est disparu depuis 20 ans. En fait il a été cloné par je sais plus quoi, l'espèce d'indiens géants là. Enfin c'est un truc de fou. Alors que là justement c'est beaucoup plus soft, et vous allez voir, il n'y a qu'une seule vraiment séance de grosses pertes de SAN ou de combats potentiels. Donc voilà, vous faites votre enquête, vous allez voir un petit peu de tout. Donc encore une fois, le scénario, au-delà de la description, est toujours assez bien foutu parce que c'est conçu pour vous dire, voici les autorités, voici les gens du coin, voici les religieux, parce que vous enquêtez sur une religieuse task force, les drogues aux alentours, le monde criminel, le fait que vous soyez en fait, on est juste à côté de la lisière d'une réserve indienne, où on vous dit des trucs glauquissimes. Ça, c'est comme dans le film Wind River, si vous l'avez vu, on vous explique que 80%, enfin quasiment 96% des attaques qui sont faites contre les femmes amérindiennes, en fait, c'est par des blancs. Enfin, il y a des trucs, c'est assez ouf. Et évidemment, vu qu'on est puis vous avez peut-être vu la série Ozark, en fait, ça se passe juste là, en fait. Donc, c'est un peu dans ce délire-là. Donc, vraiment des white trash. Et bon, il y a toutes les légendes. Donc, après, c'est à vous de voir comment est-ce que vous abordez le problème. Mais il y a vraiment il y a un gros travail qui est fait parce que la première partie du scénario, c'est vraiment de trouver l'église et de trouver Killer, dont l'église est un peu cachée. Donc il y a le fameux Ghost Bridge dont je parlais. Vous pouvez commencer à voir des lumières étranges, mais ça semble pas non plus démentiel. Et c'est là, en fait, où vous avez... Donc il n'y a pas encore de perte de SAN, quoi. Donc vous introduisez, vous parlez avec les gamins qui sont un peu bizarres, enfin un peu stony. Et ce qui se passe, en fait, c'est que le premier truc surnaturel que vous avez dans le scénario, c'est que la majorité des gens que vous rencontrez, donc la mère de Killer, les enfants stoner du pont, et certaines personnes disent des choses dont ils ne se souviennent pas. Ils disent par exemple surveille le parking, Cathy. Maintenant t'es immortel, Cathy. Et les agents sont les seuls à entendre ça, a priori. Donc c'est vraiment le côté un petit peu... Il y a vraiment... C'est des trucs... Bon, c'est assez précis, mais c'est des choses très très très... très spécifiques et vraiment étranges. Donc enfin, potentiellement, les PJ trouvent 2 gamins qui sont hébergés par Killer dans son église. Il y a aussi, si vous êtes plus Scully, faire une véritable enquête pour comprendre, parce que vous allez percevoir que vous n'êtes pas les seuls qui sont intéressés par les Ghost Lights, et qu'il y a d'autres gens, notamment il y a des docteurs en biologie qui sont intéressés là-dedans. Donc vous pouvez les contacter pour essayer de comprendre la source de ces lumières. Puisqu'en plus tous les gens, il y a des gens qui ont vu des lumières qui n'étaient pas drogués. Donc voilà, comment ça se passe. Sachant qu'il y a tout un point, comme je disais, de personal reaction, qui est si jamais vous parlez de ce que vous avez vu, soit des lumières, soit surtout du feu, dis donc, j'entends les gens qui disent des choses que je comprends pas, vous pouvez défoncer vos bounds, en fait. Donc les bounds, je rappelle, c'est ce système de... C'est votre famille, c'est votre femme, c'est votre gamin, vous leur parlez, tu dis « Ah chérie, dis donc, je suis en déplacement au fin fond du Missouri, et il y a des gens, ils disent des choses, je comprends pas. » Donc forcément, ça peut défoncer vos liens. Ou alors vos collègues vous croient commencent à vous dire qu'il y a un problème avec vous. Et la seule personne que ça n'affecte pas, au contraire, c'est le chef de la Religious Crime Task Force, qu'ils n'ont jamais vraiment rencontré, je crois,
Donc c'est leur N+2, si je dis pas de conneries, qui vient directement, en fait, qui dit, bah c'est super, notez tout ce que vous avez vu, et il vient les voir, en fait. Le mec vient littéralement dans le trou du cul du monde, pour leur poser plein de questions sur ce qu'ils ont vu, etc. Donc là, forcément, les joueurs commencent à se dire non, c'est bizarre, je fais partie d'un truc qui est censé être une punition, et ça intéresse beaucoup de monde. Donc il y a toute l'enquête aussi à l'église, je vous passe, qui permet un petit peu de s'approfondir sur Frère Dan, donc Danny Killer, sur les enfants qu'il héberge. Et évidemment, donc il y a pas mal de... C'est là, en fait, où en gros, on peut saisir tout le background du scénario, puisqu'en fait, Killer étant vraiment croyant, si vous laissez parler, si vous êtes assez malin, vous pouvez psychologiquement réussir à le faire avouer en fait toutes les histoires et tout ce qu'il sait. Et en gros, l'histoire, donc je vous l'ai dit en une fois comme en mille, et c'est le clou du scénar quand vous avez vu l'image d'intro, c'est qu'en fait vous avez une... Alors attention, on va convoquer du vieux Delta Green. Dans les années 60, il y a une jeune afro-américaine qui vivait dans la région, je crois, de l'Oklahoma, parce qu'il y avait des églises noires en fait qui subissaient des pogroms, évidemment, c'était c'était autant des mouvements sociaux, enfin des mouvements pour la lutte civile, la lutte des droits civils, je vais y arriver. Et en fait, une nuit, elle s'est fait enlever par les Migos, donc en classique. Les Migos ont expérimenté sur elle, sans vraiment avoir des résultats assez intéressants. Mais par contre, sa psyché, en fait, a commencé à morfler, et elle a certains des fungi, en fait, qui se sont mis en elle, et elle a été téléportée, en fait, quand les Migos, à leur habitude, l'ont balancée, ils l'ont foutue enfin, au milieu de je sais pas où, quoi. Et en fait, elle a fini par errer jusqu'à arriver à New York. Et à New York, évidemment, où est-ce qu'ils vont les paumer dans les années 90, parce qu'elle a perdu 30 ans de sa vie? Et ben elle finit à l'adresse du Club Apocalypse, donc de The Fate. Et en gros, elle devient... Alors, il faut vraiment connaître Delta Green, mais en fait, donc The Fate, donc la destinée, c'était une alliance de sorciers qui a œuvré des années 50 aux années 90 à New York, et qui cumulait à la fois donc, le Club Apocalypse, qui était une sorte de club, de gros club de zik, où il y avait en fait les sorciers qui étaient appelés les maîtres, donc le maître du sommeil, le maître du machin. En dessous, il y avait les adeptes, donc qui sont des sorciers, quoi. Et en dessous des sorciers, il y avait des espèces d'aspirants, en fait, des gens qui étaient utilisés, qui avaient aucune connaissance magique, rien, mais qui avaient des toutes petites tâches. Donc ça pouvait être... mais c'était vraiment des mecs, on leur disait, bah tiens, tu vas compter le nombre de voitures qui passent. Et en fait, ce qui s'est passé, cette pauvre fille qui s'appelle Cathy, elle a été... en fait, The Fate, donc la destinée, l'a utilisée, en disant, tu vas compter toutes les voitures qui sortent du parking. Et en fait, elle a fait ça pendant 30 ans, c'est devenu une espèce de clodo, et on l'appelait Car Park Cathy, donc Cathy du parking, qui comptait ça. Et un jour, donc elle a toqué à chaque fois, tous les jours, elle allait dire son rapport, et un soir, il y a une maîtresse, donc une master du Club Apocalypse, donc de la destinée, qui lui a dit, bah, maintenant, Cathy, t'es immortelle. Avec les yeux dégoulinants, enfin dégueulasses, noirâtres, il dit, maintenant, tu es immortelle. Tu pourras compter les voitures pour toute l'éternité. Donc elle devient immortelle. Elle frappe un autre jour, des années plus tard, à la porte du Club Apocalypse, et le club est fermé. Parce que, vous le savez peut-être, mais en gros, la destinée, qui était gérée par Stephen Alziz, qui est, on sait pas, c'est un sorcier, c'est un avatar d'Inatotep, j'en sais rien, a disparu. Donc le club a disparu, la destinée a disparu aussi. Et il y a une campagne qui doit sortir, qui s'appelle Falling Tower, je crois, qui devrait sortir sur justement la grande, parce que c'était l'un des grands adversaires en fait, de Delta Green dans les années 90 à l'époque des cowboys. Donc Cathy se retrouve toute seule, elle n'a rien à faire, donc elle commence à errer, et elle revient jusque là où elle a grandi, et fatiguée, crevée, en fait, elle s'effondre dans un bois. Le bois, vous l'avez deviné, est juste à côté de l'église, et c'est ce qui génère les Ghostlights. Et en gros, ne pouvant pas mourir, elle a été assimilée par la terre en cherchant à l'endroit en fait, où les Migos l'avaient kidnappée, et son corps pourrissant mais immortel, jugulé avec les champignons, le fungi des Migos et un peu les émanations étranges qui étaient présentes, ont créé ces espèces de ghost light. Et en plus, pour ajouter à cela, le fungi s'est un peu mélangé à la terre, aux arbres, aux fruits et à l'eau, ce qui fait qu'en fait la majorité des gens qui vivent dans la région, les locaux, sont affectés. Alors c'est pas comme dans Convergence et les deux trucs où les mecs ils ont de la protomatière, non, c'est beaucoup plus soft. Mais c'est ce qui fait que les gens parlent. En fait, ils interprètent les paroles de Cathy. Et Cathy ne peut pas mourir, donc les paroles un peu bizarres, c'est des paroles que marmonnait Cathy quand elle vivait dans la rue à New York. Et il n'y a pas vraiment de nigo, en fait. Ça qui est marrant avec ce qui est triste dans le scénario, en fait,
c'est qu'il n'y a pas de grand mystère en fait. C'est juste une fille qui est immortelle, qui ne qui est liée à des échos. En fait, c'est-à-dire que c'est pas les Ghostlight, c'est juste des échos des Migos. Les Fongi, c'est pareil. En fait, c'est des trucs qui allaient dans le cerveau, qui ont commencé à se développer, mais il n'y a plus vraiment de létalité, quoi. C'est juste un truc assez simple et c'est toute la tragédie. Et quand les gens voient les lumières, ils sont apaisés. Et c'est pour ça que Killer, en fait, une nuit, après être sorti de prison, il a vu les lumières, ça l'a apaisé, et c'est là qu'il s'est dit, bah tiens, j'ai découvert Jésus. Donc, vous vous en doutez, le final, quel est-il? Le final, c'est vous arrivez à faire plus ou moins ami-ami avec Killer, avec les enfants, et Killer va décider de vous amener au prêcheur, enfin plutôt la prêcheresse, qui est en fait Cathy. Vous arrivez sur cette montagne, où, bon, il y a d'autres trucs potentiels, il n'y a rien de glauquissime encore une fois, mais vous arrivez dans le grove, donc le bosquet des Ghostlight, là où est le preacher, et c'est là où c'est particulier. Où en gros, selon votre réussite ou pas dans jet de pouvoir, vous pouvez faire partie des aveugles ou de ceux qui voient. Si vous faites partie des aveugles, en fait, vous êtes capturé par la lumière et tout va bien, vous êtes content, c'est génial. Vous êtes en paix. Si vous faites partie des voyants, vous voyez immédiatement que les autres agents de Delta Green et les gamins et les gens du culte, en fait, commencent à être pris d'une sorte d'euphorie extrêmement violente. Ils sont en train de s'attaquer. Enfin, c'est une espèce de scène d'ultra-violence dégueulasse où ils se hurlent dessus, ils se mordent dans une sorte de bacchanale ultra-violente. Et c'est ça, en fait. Et c'est comment... Donc, les voyants peuvent faire... Enfin, on peut pas devenir... Enfin, les uns peuvent devenir les autres, mais surtout, c'est les aveugles peuvent devenir des voyants. Donc, la question, c'est comment est-ce que en grosso modo, comment est-ce que les mecs qui ont réussi leur jet de SAN, qui sont en train de péter un plomb, en fait, peuvent récupérer leurs copains, tout en évitant de sortir le flingue pour tuer tout le monde. Parce qu'en fait, c'est du vrai Rashomon, quoi. C'est la question, il n'y a pas vraiment on peut pas savoir ce qui se passe, c'est juste une sorte de vue de l'esprit qui est affectée par les Ghostlight. Et donc la question, c'est comment est-ce que vous vous démerdez de tout ça? Parce que potentiellement, ça peut finir en un massacre, et si ça finit en un massacre, c'est très compliqué. Encore une fois, on est dans Delta Green. Donc il n'y a pas juste bloquer la situation, trouver le mystère, détruire le surnaturel, il y a aussi l'idée de s'en sortir, quoi. Parce qu'après, il faut se barrer et cacher ses preuves. Donc évidemment, on vous propose pas mal de trucs. Le plus simple, c'est de vous barrer, simplement. Alors il y a toute une table, donc il y a des sports, évidemment, les sports des Migos. Il y a plein de saloperies qui peuvent vous arriver. Vous pouvez vous casser la gueule, vous pouvez tomber sur des bestioles. Enfin voilà, c'est un peu... Mais ça, c'est plutôt classique, quoi. À part les souvenirs inhumains, où là, vous prenez bien cher. Vous avez l'espèce de flashback de pensées complètement oubliées. Et ensuite, donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour tuer une fille qui ne peut pas mourir? Donc, il y a certains moyens qui vous ont proposés, mais en gros, les grosses histoires, c'est soit vous brûlez le grove, donc le bosquet. C'est assez horrible. Donc, il y a la fumée, il y a beaucoup de morts, évidemment. Potentiellement, ça vous permet, voilà, c'est une manière d'arrêter tout ça, mais les spores vont quand même... Enfin, toutes les personnes aux alentours peuvent respirer les spores, et donc ça crée des espèces de révélations terribles. Sinon, vous pouvez empoisonner le bosquet, ce qui est assez horrible aussi. C'est littéralement, vous allez déverser de l'antifongique ou des acides sur la région, ce qui est un cauchemar. Vous perdez la scène parce que vous détruisez l'environnement, en fait, ce qui est absolument dégueulasse. Mais vous pouvez juste Enfin, c'est une manière aussi de procéder. Et sinon, il est possible aussi simplement de laisser... de laisser les gens de côté, mais voilà, ça veut dire que vous avez rien fait, et qu'il y a des gens qui vont continuer à venir encore et encore. Donc voilà, c'est un scénario assez étrange. Moi, je trouve que c'est une belle introduction. J'aime beaucoup la façon dont la vie de Joplin est introduite, la façon dont les joueurs en fait se retrouvent dans Delta Green. Je trouve que c'est très 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 bien. C'est sûr que le final est moins... comment dire? Le final est moins percutant que ce qui pourrait être. Je trouve qu'il y a quand même un beau choix moral à la fin, à savoir... Est-ce qu'on crame tout? Qu'est-ce qui va se passer si jamais... comment vont réagir en fait les joueurs au niveau de cette espèce d'orgie de violence? Enfin, sachant que c'est une orgie qui existe peut-être pas, en fait, qui est pour de faux, pardon. Donc c'est vraiment chouette, c'est très très chouette comme scénario. On vous propose des prêts tirés, hein, éventuellement, donc avec un agent du FBI et un agent de l'IAS. Donc, et je crois que vous pouvez jouer donc Jennifer Johnson, qui est la fille dont je parlais, l'agente sociale. Donc c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé, je trouve. Et vraiment, je trouve que Dead Drops, ce recueil,
il n'y a pas une faute, si ce n'est peut-être celui-là. Donc une victime de l'art, qui est un scénario qui à mon avis vous avez déjà lu. Je crois qu'il a été traduit dans les... Ouais, il a été déjà traduit. Donc en fait c'est un scénario qui est pas... Je vais pas m'attarder trop dessus. Alors en gros, vous l'avez sûrement vu, vous le connaissez sûrement, il était dans... je sais plus si c'était dans Countdown, enfin c'est un scénario qui est du vieux Delta Green. Où ils ont mis juste un coup de peinture dessus pour le faire pour le nouveau Delta Green. L'histoire est extrêmement simple. Il y a 3 meurtres, extrêmement violents. Il y a un dentiste, une bibliothécaire, non, il y a un dentiste, une prof et une pom-pom girl qui se font trucider de manière dégueulasse. Les corps sont arrachés et ils ont comme été jetés d'un hélicoptère. Voilà. Les gens fans de Cthulhu que vous êtes se sont sûrement devinés ce qui s'est passé. C'est extrêmement simple, donc on est à Long Island. Vous arrivez là-dedans, sous une couverture, je crois, plus ou moins bidon de Delta Green. Vous êtes des agents du FBI, mais en fait, c'est pas un crime fédéral, donc votre couverture ne tiendra pas d'un fil. Vous bossez avec Carson, donc en fait, qui est un friendly de... Alors, c'est plus des friendly maintenant, mais en gros, c'est un friendly de Delta Green, qui est le médecin légiste, je crois, du coin, et tout le monde, en fait, comprend pas l'origine de ces meurtres. Et le scénario, il est... Mais vraiment, c'est bête comme la lune, quoi. En fait, il y a un gamin, c'est très classique, hein, mais il y a un gamin qui est un ado, qui a récupéré une amulette de son grand-père. Son grand-père était anthropologue, il a beaucoup voyagé, notamment en Amérique du Sud, et l'amulette qui est considérée comme un porte-bonheur, en fait, permet d'invoquer le Ayapa, le silencieux, qui, comme vous l'avez deviné, alors ils n'utilisent pas les noms, parce que je pense qu'ils ont peur de se prendre un copyright, je sais pas pourquoi, mais ils n'utilisent plus les noms maintenant des monstres, mais en tout cas, c'est un Byaki. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le gamin ne peut pas activer En gros, ce qui se passe, c'est que les gens, dans les anciennes civilisations précolombiennes, ont construit des pyramides au sommet du Machu Picchu et compagnie, en utilisant des byakis. Donc ils avaient une sorte d'amulette, et ils pouvaient contrôler le byaki. Sauf qu'à chaque fois, pour avoir une amulette, il fallait un sacrifice humain. Bon, ça c'est des détails. Mais ce qui se passe, c'est que le gamin ne sait pas ça. Donc en fait, mais son inconscient le sait. C'est-à-dire qu'en fait, la nuit... Quand il dort, l'inconscient l'amulette est activée par l'inconscient du gamin, et le byaki s'éveille et va tuer des gens qui ont frustré l'adolescent. Donc, je vous dis, c'est super classique. Donc, vous avez en gros la pom-pom girl, c'est parce que elle a refusé de sortir avec lui. Le dentiste, c'est parce qu'il lui a fait très très mal. Et la prof, c'est parce qu'elle l'a forcé à faire Elle l'a mis, je crois, elle l'a foutu en colle ou un truc comme ça, quoi. Donc voilà, c'est vraiment tout bête, tout bête, tout bête. Donc il faut que vous partiez à la suite des indices, vous enquêtez sur les morts, sur les familles des morts pour comprendre les liens qui les unissent, pour pouvoir faire une sorte de cross-reference, en fait, de trianguler une sorte de position ou de logique, avec des tout petits... En gros, il y a des indices, c'est-à-dire que vous voyez que le dentiste, c'est marrant, un jour avant de mourir, il avait rendez-vous avec un gamin, la cheerleader était dans la classe du gamin, et patati patachmol, c'est comme ça que vous faites la chose. Ils ont mis 2-3 coups de peinture, en gros, c'est... Avant, ils s'envoyaient Avant, ils passaient un coup de téléphone, maintenant, ils envoient des SMS. Le seul truc qui est vraiment intéressant, le seul vrai changement qu'ils ont fait, en fait, hormis le fait que vous êtes partie de programme et compagnie, c'est le choral nomade. Donc, en fait, le choral nomade, donc à la fin de la Grande Guerre entre Majestic 12 et Delta Green, ce qui a donné la naissance du programme, qui est une sorte de pseudo Delta Green officiel, et des cowboys, donc les outlaws, qui sont un peu les hors-la-loi, quoi. Donc les mecs ont toujours refusé de devenir Majestic 12. Il y a quand même une partie de Majestic 12 qui a réussi à s'extirper pour rejoindre le private sector, donc en fait pour devenir une entreprise privée, et notamment March Technologies, qui a utilisé en fait en gros tous les éléments, toute la technologie des Greys et des aliens qui avaient collecté Majestic 12 pour se faire plein de fric. Et donc dans ce scénario, Coral Nomad, en gros March Technologies est envoyé sur place pour récupérer le byaki, parce qu'ils se doutent que c'est un truc surnaturel, enfin un truc alien quoi, qu'ils pensent, et qu'ils pensent pouvoir exploiter, ils veulent surtout récupérer le spécimen. Donc c'est pas mal, en fait, ça permet de rajouter une opposition, c'est plutôt pas mal vu, ça permet un peu de rendre une victime de l'art. D'ailleurs, victime de l'art, en fait, c'est un euphémisme pour dire un sacrifice humain, pour ajouter un peu plus d'opposition. Donc pourquoi pas, hein, c'est encore une fois, moi j'ai pas... Donc voilà l'illustration, Thomas et le byaki. Je suis pas transcendé, c'est un bon scénario d'introduction, encore une fois, hein, c'est très très bien. Mais moi, l'ayant déjà lu, c'est un peu, comment dire,
La meilleure métaphore que je puisse donner, c'est les gens qui ont joué à Warhammer à l'époque et qui retrouvent les scénarios de Warhammer version 1 dans Warhammer version 4, quoi. Alors c'est très joli, il y a beaucoup de peinture, etc., mais au final, c'est pas très différent. Donc là, on voit le Byakhee avec une de ses futures victimes. Et aussi, il y a Phénomène X qui revient. Donc Phénomène X, c'était des journalistes, à l'époque, c'était une émission de télé façon MTV dans les années 90 qui poursuivaient les phénomènes paranormaux, et maintenant ils sont devenus un site internet. Donc c'est phénomènex.com. Quand je vous dis qu'il y a des trucs où, bon, voilà. Après, voilà, ça reste un scénario qui est assez solide. Si vous l'avez jamais lu, jamais maîtrisé, c'est le temps d'une bonne soirée. Et c'est vraiment un scénario hyper classique à la Cthulhu. On peut pas trop se perdre, quoi. La bonne manière de gagner, c'est juste de détruire l'amulette, quoi. Donc c'est pas hyper compliqué. Alors, From the Dust. Là, on commence à rentrer dans le lourd. Comme vous voyez sur l'illustration, vous reconnaîtrez sûrement une chose rare, qu'ils appellent les Favored Ones, je crois, dans celui-là, parce qu'ils n'utilisent pas les noms, c'est un peu bizarre, encore une fois, et qui se passe à Red Hook. Et alors, l'histoire, c'est absolument génial. C'est vraiment, fallait y penser. Si vous avez lu la nouvelle L'horreur de Red Hook, vous savez donc que c'était l'histoire d'un détective privé qui s'appelle Thomas, je crois encore, Thomas Malone, qui enquête sur des disparitions d'enfants et qui tombe en fait nez à nez sur une sorte de culte qui vénère une créature de sang qui s'appelle Lilith. Et il arrive on sait pas ce qui se passe, mais en gros, on peut potentiellement penser qu'il meurt. Et je me rappelle toujours dans le bouquin de Cthulhu, le vieux, genre la V5 que j'avais eu, le V5.5, il disait, donc il y avait la description des PNJ, il disait Thomas Malone était d'origine irlandaise, c'était le gars le plus entraîné pour affronter le mythe, mais des fois on peut juste pas gagner, quoi. Je trouvais ça assez génial, c'est vraiment un truc qui m'est resté, j'avais lu ça, j'étais en 5e. Et donc l'histoire c'est assez simple, donc la nouvelle s'est passée il y a très très longtemps, et les anciens bâtiments qui appartenaient au chef du culte, qui était une espèce d'odieux enfoiré, ritualiste, machin, en fait sont détruits pour être retransformés en condo, donc en bâtiments de luxe, parce qu'on est quasiment près de New York. Et donc, mais à partir du moment où le chantier commence, il y a des enfants qui commencent à disparaître dans les alentours de Red Hook. Et donc Delta Green est envoyé pour comprendre en fait un peu ce qui se passe. Donc on leur dit, il y a des enfants qui ont disparu, il faut que vous déterminiez d'où ils viennent, vous trouviez s'il y a une présence ou pas de unnatural, et puis voilà, vous avez un numéro de téléphone, une green box, démannez-vous. Green box, je rappelle, c'est des endroits où vous êtes censé avoir des outils pour vous aider, mais des fois, 3 quarts du temps, il y a un objet maudit, et là c'est le cas, espèce de grosse pierre, enfin vous ouvrez le conteneur, et vous trouvez une grosse pierre grosse pierre noire où c'est marqué ne pas toucher, et si vous touchez, vous avez des gros problèmes. Je sais pas, il y a quoi, il y a 14 AK-47 chinois, voilà des trucs, il y a des trucs un peu débiles, quoi. Il y a des billets qui ont été utilisés, c'est un peu nawak. Il y a aussi des vers Mysteries, une partie, on sait jamais, ça peut être utile. Et donc voilà, l'histoire c'est que quand le chantier a été ouvert, le problème, c'est qu'en fait, ils ont exhumé le bâtiment, au moins les fondations, et que dans ce bâtiment, il y a encore des portails. Il y a un portail qui mène vers une autre dimension, la dimension où Lilith, donc l'espèce de créature cyclopéenne, en fait, qui a une forme de femme, comme Lilith un peu dans la mythologie hébraïque, attend pour avoir des sacrifices d'enfants. Elle se réveille toutes les pleines, elle se révèle toutes les pleines lunes, et on lui sacrifie des enfants. Et donc, en fait, concrètement, ce que vous savez pas, c'est que vous avez juste le temps, en fait, vous avez un petit peu de temps avant vous pouvez potentiellement encore trouver des enfants vivants dans cette dimension pour les sauver, quoi. Et donc, mais tout l'intérêt du scénar, en fait, ce qui est vraiment très très drôle, c'est que, comme je disais, c'est un bâtiment qui est en construction. Donc, vous allez très vite, vous allez être amené à aller sur place et tomber en fait sur 12 personnes qui sont les mecs du BTP qui bossent sur ce chantier. Et donc, ça va être vos alliés, ça va être vos antagonistes, ça va être les mecs qui ont tous des objectifs différents pour la bonne conduite en fait de ce chantier. C'est-à-dire que vous allez avoir l'entrepreneur qui a qu'une envie, c'est que le chantier se finisse. Vous allez avoir une fille qui est accro au meth et qui veut prendre que du meth. Vous allez avoir un mec qui est amoureux de la fille qui prend du meth. Tout est bien fait. Il y a des gens qui vont vraiment vous aider, d'autres qui vont pas du tout vous aider.
Ils ont tous, oui, il y a 12 mecs, il y a 12 profils, c'est vraiment très très bien foutu. Et eux, c'est le cœur du scénar. Parce que c'est eux qui peuvent potentiellement vous aiguiller sur ce qui se passe, sur les problèmes, sur toutes les choses étranges qu'il y a dans ce bâtiment. Parce que le gros problème du bâtiment, comme vous l'avez vu sur la couverture, c'est qu'il y a des choses rares. Des choses rares qui se baladent, qui sont au service de Lilith. C'est elles qui ont kidnappé les enfants. Et c'est à vous, en fait, de pouvoir, dans ce bâtiment en construction, comprendre ce qui se passe, trouver le portail, et si possible, éviter les choses rares. Parce que le truc, c'est que vous dites toujours, ouais, bon, les choses rares, c'est quoi? C'est des gros rats. Moi, j'ai un AK-47, j'en sais rien. Bah ouais, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Favored Ones, donc les hommes rats, sont extrêmement intelligents. Ils sont nombreux, donc il n'y en a pas qu'un, c'est-à-dire qu'ils ont une sorte de leader. Et vous voyez les petites pattes en sang, je sais plus combien ils sont, mais ils sont un peu. On vous dit, bon, c'est des ratons laveurs, enfin voilà, tous les gars comment dire, les mecs qui bossent sur le chantier, savent pas trop ce que c'est, forcément. Et il y a aussi d'autres personnes qui vous alentour qui vous filent des coups de main. Mais l'idée, c'est qu'il faut que il faut que vous approchiez de la source sans vraiment alerter les choses rares. Et une fois que vous êtes dans l'autre dimension, si vous comprenez ce qui se passe, il va falloir faire très très attention. Parce que vous pouvez aussi... là, les Favored Ones, donc les choses rares, sont vraiment en termes de puissance. Donc une fois que vous êtes de l'autre côté de la porte, qu'il faut trouver comment activer et compagnie, il faut réussir à retrouver les enfants. Ils sont à peu près 26, je crois. Il y a une vingtaine de bras, donc ça commence à faire beaucoup, quoi. Et surtout, ils sont très intelligents, quoi. Ils courent partout, et il y en a certains qui savent lancer des sorts. Donc voilà, niveau adversité, on est pas mal, quand même. Et l'idée, c'est que voilà, vous arrivez dans la crypte, donc vous trouvez potentiellement le portail. Ce portail vous amène dans une catacombe où il y a une sorte de réseau cryptique de catacombes où vous pouvez trouver potentiellement le trône de Lilith, qui n'apparaît que durant la pleine lune. Donc là, c'est très rigolo parce qu'ils vous disent, bon, c'est un trône byzantin, plaqué or, de 300 kilos, qui vaut moins de 15 millions de dollars. Et c'est comme tout un truc pour vous dire comment le déplacer si jamais vous avez ça. Donc attention à vous parce que les choses rares vont peut-être pas vous laisser faire. Il y a des trucs aussi, si jamais vous faites choper par Lilith, il y a un rituel dégueulasse d'accouplement qui vous fout vraiment dans la merde. Et éventuellement, il y a quand même, vous pouvez retrouver au moins 2 des enfants qui en savent plus que vous, en fait, parce qu'eux, ils savent exactement, enfin, ils appellent pas ça des choses rares, mais ils disent, il y a des chats, les chats, ils peuvent voir la dame, les chats, ils sont magiques, ils lancent des sorts et tout. Enfin, c'est vraiment très très bien foutu. Enfin, c'est un super scénario qui peut être assez violent, assez difficile, mais je pense extrêmement valorisant et complètement différent de ce à quoi on s'attend d'habitude pour un scénario. Et je trouve que le fait de revisiter Redhook, c'est une super idée, quoi. C'est vraiment, vraiment tout thumbs up, comme dirait Herbert. Alors, présence. 2 salles, 2 ambiances. Présence, c'est... ouais, putain, c'est... Alors, je dois faire une confidence, je suis arachnophobe, j'aime pas les araignées. J'aime pas du tout les araignées. Ce scénario est un peu étrange. Il y a une jeune fille qui s'appelle Robin Bullock, qui vit au fin fond de l'Alabama. Et on la retrouve au Vermont, dans le Vermont. Donc c'est complètement différent, le Vermont, c'est de l'autre côté des États-Unis. À l'hôpital, on la trouve, donc elle est à moitié inconsciente, elle sort d'un golf ou je sais plus où. Il l'amène à l'hôpital et elle a une smartwatch. Et sur sa smartwatch, donc pour savoir qui elle est, l'infirmière utilise le pouce de la jeune fille pour voir la communication et s'aperçoit qu'en fait, sa sœur a essayé de l'appeler, que sa sœur est au fin fond, le call vient d'Alabama, et Delta Green capture en fait le signal GPS, s'apercevant que la fille, à 2h du mat, elle était en Alabama, et à 3h du mat, elle était au Vermont. Et avec l'algorithme du programme, donc Delta Green, ils se disent mais c'est pas possible, quoi. À moins qu'elle ait pris un jet privé, c'est impossible ça passe. Et donc ça commence comme ça en fait. Vous devez aller chercher et enquêter sur cette fille qui s'est retrouvée. Donc il y a tout un travail à faire sur vous arrivez sur place, vous n'avez pas de couverture. Ça c'est super important et c'est une des grosses difficultés du scénar. C'est qu'il n'y a pas de couverture parce qu'il n'y a pas de crime en fait. Enfin, potentiellement, vous pouvez essayer de bullshiter. On vous dit, si vous voulez vraiment bullshiter les gens, vous leur dites que vous travaillez pour la police, que c'est un cas de violence ou de tentative de viol, etc. Ou d'enlèvement d'enfants, parce que techniquement, la fille a 16 ans, donc elle n'est pas adulte, mais c'est très très compliqué. Donc il faut vraiment vous y aller à petits pas.
Et on vous dit dès l'hôpital, les gens sont particulièrement attentifs à ce que vous faites. En plus, dès que si vous arrivez, donc vous arrivez à l'hôpital, vous allez interroger la jeune fille, bah, elle a des problèmes, donc en fait elle a une sorte de blocage mental, ce qui fait qu'elle peut pas partir, elle peut pas parler de ce qui s'est passé, comment elle a disparu. Donc tout ce qu'elle se souvient, c'est d'être allée dans une boîte de nuit. Et c'est vraiment un scénario, beaucoup d'enquêtes très intéressantes, où vous devez commencer à retracer, comprendre comment elle est arrivée là, qui elle est. Et petit à petit, quelque chose va se... Bah, vous allez commencer à tirer les traits, vous dites, ok, bon, c'est une jeune fille, bien sous tout rapport, elle était dans une soirée, elle a posté un selfie, et après, il s'est rien passé, on ne comprend pas trop. Donc Delta Green, logiquement, dit, bon, bah les gars, avec ce que vous savez, parce qu'il y a la sœur qui arrive, donc en plus vous avez une deadline pour l'interroger, parce que sinon vous êtes coincé, vous dit, bah vous allez direction, vous allez en Alabama, et vous allez enquêter en fait sur ce qui s'est passé, sur comment est-ce que la jeune fille est arrivée de là. Et il commence à y avoir tout un truc, aussi, où potentiellement, donc par exemple, vous interrogez les flics, qu'on trouvait la jeune fille dans le golf. Et les flics, forcément, on est à l'époque Trump, ont des bodycams. Donc en fait, ils ont des caméras toujours sur eux pour que quand il y a un incident, vous le savez, on a une caméra, comme ça, les gens peuvent pas dire vous m'avez tapé, quoi, parce qu'il y a une caméra. Et la fille, quand ils trouvent la jeune fille en fait paumée au milieu de la nuit, elle dit voilà, elle se nourrit dans le noir, elle donne à vie, elle la reprend, elle nous touche, arachnoïde mater. Et l'arachnoïde mater, c'est aussi la partie du cerveau qui, je crois que c'est une sorte de filin qui protège le cerveau. Alors j'y connais rien, mais en tout cas dans le bouquin on vous explique ça. Et il vous dit, elle nous goûte, ses bras sont comme des racines, ses bras sont comme des racines, elle reprend la vie, patati. Donc forcément, vous le joueur, vous avez une bonne idée de ce qui se passe. Mais il faut faire des jets. En gros, en plus, on vous explique qu'il y a un truc qui ne va pas au niveau de son cerveau, donc de la arachnoïde mater, donc comment dire, la membrane arachnoïde autour de sa tête. En gros, elle a eu une sorte d'impact. Il y a un truc qui, pas une lobotomie, mais pas loin. Et effectivement, si vous réussissez, enfin, si vous vous ratez votre jet de santé, enfin, vous réussissez votre jet de Unnatural, de connaissance du mythe de Cthulhu, quoi, vous pouvez potentiellement deviner que c'est un rapport avec Shub-Niggurath. Donc vous allez vous retourner à Indiana, vous allez la direction, comprendre un petit peu là où la fille a été trouvée, et surtout revenir en fait en Alabama pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Il y a un très 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 gros, il y a un gros travail en fait sur ce que vous pouvez trouver, à l'endroit notamment où Robin Bullock, donc la fille, a disparu, pour avoir des visions sur Shub-Niggurath, et vous finissez donc à Birmingham, donc la ville d'Alabama, d'où est originaire la jeune fille. Il y a toute une enquête que vous pouvez faire auprès de l'université, auprès de ses parents, et surtout en fait online, donc elle a une grande présence, et vous apercevez que cette jeune fille faisait partie de groupes en ligne, donc il y a des faux trucs Facebook, ça c'est marrant, on vous explique qu'en fait c'est pas la première personne qui a disparu, qui a eu du temps disparu dans la ville, et que toutes ces personnes faisaient partie de groupes plus ou moins sur les pouvoirs psychiques et les pouvoirs psy. Alors c'est là où ça devient un peu bizarre. En gros, Robin a des pouvoirs psychiques, en prenant des drogues et des champis et de la méditation, elle arrive à amplifier ces pouvoirs-là. Si vous ratez, enfin je sais plus, il y a un jet à faire quand vous la rencontrez, potentiellement certains des joueurs, des personnages agents, peuvent s'éveiller aussi. Donc ça vous donne pas de pouvoir en fait en soi, mais c'est juste que vous êtes... disons que vous êtes plus à l'affût de certaines choses, quoi. Donc ça, c'est le premier truc où j'ai un peu froncé les sourcils en me disant, bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et donc l'idée, c'est qu'il y a une dame qui vérifie tous ces groupes-là pour stalker les jeunes filles qui font partie de ces groupes sur les pouvoirs psy de la région d'Alabama. Et cette jeune femme, plutôt cette dame âgée, donc qui a une cinquantaine d'années, est allée dans le club LGBT, en fait, où était la jeune fille, a réussi, lui a mis du GHB, et l'a kidnappé. Alors effectivement, vous pouvez trouver des témoins qui vous disent, bah oui, le but c'est de remonter la piste forcément jusqu'à cette dame. Alors c'est là où ça devient rock'n'roll. Vous arrivez potentiellement à comprendre qu'à chaque fois qu'il est disparu, cette dame était dans le coin, donc cette Karen Valdez, qui vit dans une grande tradition à l'américaine, façon Waco, dans une espèce de maison isolée sur la colline, pour aller vite. Et sa maison a été complètement rafistolée, c'est-à-dire qu'elle a un voisin qui est très sympa, qui lui a dit, bah, t'inquiète pas,
Elle dit « Ah, j'ai pas confiance dans le gouvernement » parce qu'elle devient un peu paranoïaque. Et son pote, il t'inquiète pas. Donc il lui a mis des mines dans son champ. Enfin, il y a des booby traps partout dans son truc parce qu'ils sont dans le mode... Il y a des panneaux, c'est marqué si vous entrez, je vous tirerai dessus. Enfin, voilà, vous n'avez pas le droit d'entrer, quoi. Complètement parano, là. Donc, pour rentrer, enfin, une fois que vous localisez le truc, éventuellement, vous avez le voisin qui n'est pas de votre côté. Ensuite, vous avez, donc, comme je dis, il y a un champ de mine, quoi, littéralement, pour le truc. Et même si vous faites coucou, c'est Amazon, bah, de toute façon, il faut rester à l'extérieur du champ. Donc, c'est un peu rock'n'roll. Elle a un SUV aussi. Bon, bref, je vous passe la totale. Donc vous arrivez avec la county, donc là où elle vit, avec la grande maison, la maison de Jimmy, donc c'est le voisin un peu paranoïaque, et la maison des Valdez. Et alors là, donc le grand twist, c'est que vous rentrez si vous arrivez à survivre, vous rentrez dans cette maison sans vous faire repérer par Madame Valdez, qui est à la maison. La maison est plongée dans la pénombre. Il y a quasiment un grand silence, à part une respiration lourde dans une chambre et Valdez qui marmonne des trucs dans sa chambre, dans sa propre chambre. Et en fait, l'histoire, c'est que vous avez une... alors c'est horrible, hein, c'est donc Madame Valdez est une infirmière. Madame Valdez a perdu son mari au cancer, elle a perdu son frère avec un cancer, et sa fille de 13 ans est en train de mourir d'un cancer. Elle a essayé tout ce qu'elle pouvait, ça ne marche pas. Donc, grand classique, elle l'a amené au Indian Rocks, qui était un lieu consacré à Shunyagurat, pour sauver sa fille. Sa fille est en train de changer grâce à un film de Shunyagurat, et pour cela, Madame Valdez poursuit des rituels qui vont la changer. Donc en gros, quand vous rentrez dans la chambre de la gamine, elle est dans un lit, respiration très difficile. Si vous soulevez le drap, vous voyez que sous son torse, il y a un amalgame d'organes arachnoïdes qui ne font aucun sens, quoi. Et là, c'est bam, boum, badabam, la santé mentale, vous la perdez. Et pendant ce temps-là, il y a Madame à côté qui est en train de faire un rituel pour sauver sa fille. Et la raison pour laquelle elle a kidnappé des gamines, c'est parce que pour terminer le rituel, je crois, et pour nourrir sa fille, elle a besoin d'avoir des gens qui ont une énergie psychique extrêmement forte, qui soient capables de substanter le rituel et donc de permettre à sa fille de survivre et de se transformer. Alors, j'ai peut-être omis des détails, mais moi, c'est ce que j'en ai compris. Donc, forcément, vous êtes agent, vous arrivez là-dedans, votre premier réflexe, parce que, bon, elle est complètement tarée, hein, donc elle va vous attaquer, donc vous butez la maman. Mais le problème, c'est qu'il y a un countdown par rapport à la fille. C'est-à-dire que si jamais elle arrive à finir son rituel, sa jeune fille survit, il n'y a pas de souci. Elle gagne un nouveau corps qui est on ne peut plus résistant au cancer. En fait, elle devient une sorte de créature arachnoïde dégueulasse, qui sera beaucoup plus compliqué pour les agents à tuer, et surtout qui est absolument dégueulasse. C'est une espèce de grosse bestiole. Je vais passer sur les illustrations parce que moi, j'aime pas trop ça, les araignées, vous voyez, c'est pas mon truc, voilà, c'est une espèce de grosses araignées dégueulasses, c'est vraiment pas mon truc. Donc l'idée, en fait, c'est, vous dites, bah comment est-ce qu'on fait pour arrêter tout ça, parce que c'est bien gentil ton truc, mais... Rock and roll. All right, party time. Donc en fait, on vous propose, je crois, attendez, 2 solutions, si je me rappelle, qui sont tellement mieux les unes que les autres. C'est soit vous brûlez la maison, ce qui est un grand classique. Donc si vous brûlez la maison, en fait, ça permet de... On vous dit, c'est quoi ? Ouais. Si vous brûlez la maison, donc c'est super, la mère meurt, sauf qu'elle finit le rituel de transformation, et donc vous avez l'araignée, Sydney transformée en araignée qui vont se faire les bois. Et donc, ça veut dire qu'elle va... Soit vous la traquez, et donc potentiellement vous avez une araignée géante qui est dans les bois contre vous, soit ça veut dire qu'elle va rester là pendant des années et grossir, ce qui n'est pas forcément un plan. Donc évidemment, c'est un des moments où l'affrontement semble... l'affrontement, disons, standard, létal avec des armes à feu semble le plus pérenne. Alors, en espérant que vous puissiez arrêter le rituel, parce qu'avoir une araignée géante sur votre gueule, c'est pas vraiment une bonne idée. Et enfin, le dernier scénario, très original encore une fois. Ouais, donc présence,
mon feeling, bah, moi j'aime pas les araignées, donc déjà c'est mort pour moi, j'aime vraiment pas ça. C'est pas mal, mais je comprends pas en fait pourquoi le lien entre Shub Niagurath et l'araignée. C'est-à-dire que bah, vous me dites araignée, moi je vous dis, c'est quoi, c'est Ignat, je crois, là, bah il y a un dieu araignée quoi, dans les contrées du rêve, donc pourquoi pas partir là-dessus? Ou pourquoi je peux comprendre que la transformer en chevreau, enfin en Black Goat of the Night, machin, c'est peut-être un peu hardcore, mais il y a sûrement un entre-deux, parce que je pense que toute l'idée en fait c'est de jouer forcément sur le côté l'araignée qui est nourricière, mais qui dévore aussi ses petits, avec l'idée qu'on a nous-mêmes une araignée dans la tête. C'est plutôt dans ce jeu-là, mais c'est assez, je sais pas, un peu. Après, le scénario est très bien, c'est très original le coup de la smartwatch qui permet de choper par un algorithme, de savoir que la fille s'est téléportée. Ça, je trouve ça assez génial. Et la téléportation est due forcément à la magie de Shumagorath, en fait, qui a des sortes de ley line, donc des lignes magiques, en fait, qui fait que tu es téléporté à l'autre du pays. Donc, ouais, non, pourquoi pas. Hein, mais encore une fois, moi, je trouve que à part peut-être Viking of the Heart, je trouve qu'il n'y a pas de sans faute dans ce recueil. Il est vraiment très, très, très bien. Il y en a pour tout. Il y a pour du concret, il y a beaucoup de débutants, mais un peu plus du plus costaud, notamment Jack Frost, qui est vraiment très particulier. Qui est très, très particulier parce que le méchant, comme vous l'avez deviné, c'est le Wendigo, ce qui est assez rare. Donc, Jack Frost a plusieurs particularités. La première, c'est que vous ne jouez pas les agents de Delta Green. Vous jouez des gens de Majestic 12. Donc vous jouez forcément à la fin des années 90 ou avant. Et vous jouez pas vraiment des... En fait, donc l'idée, vous jouez dans une région classique, qui faisait des sacrifices dans un sanctuaire au Wendigo. Au début, le faisait tout allait bien. Puis les hommes blancs sont arrivés. Donc les Indiens ont plus ou moins oublié... ils ont oublié de faire le rituel. Des autres communautés indiennes sont arrivées pour vite faire refaire le rituel, tout allait bien. Et puis, ça fait 60 ans ou 100 ans, je sais plus que le rituel n'est pas fait. Donc en gros, le scénar, c'est Wendigo se réveille. Et il n'est pas content. Et donc ce qui se passe, c'est que y a une immense tempête, qui est surnommée Jack Frost, qui s'abat fin décembre. Donc en fait, il y a 3 jours dans le jeu. Le 23, le 24, le 25, qui correspondent à 3 sessions de jeu. Donc c'est pour ça que j'ai dit c'est un peu particulier. Où les joueurs, il y a une espèce d'immense tempête qui a congelé toute une ville au fin fond, encore une fois, de l'Alabama, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Huntsville. Et tout a été... non, Willis, pardon. Huntsville, c'est la ville d'à côté. Et tout a été congelé. Donc ce qui se passe, c'est que les Majestic 12 se disant que c'est forcément lié, connaissant les Grecs, connaissant un peu les phénomènes paranormaux et surtout d'origine alien, se dit c'est forcément des aliens. Donc comme je dis, tous les gens étaient tous les animaux, tous les gens étaient congelés. Donc il y a 200 personnes qui sont mortes mais congelées dans leur maison alors qu'ils avaient un feu, ils avaient du chauffage. C'est comme s'il avait fait moins 50 degrés quoi. Donc il y a Majestic 12 arrive, il déclenche l'opération Weather Watcher. Donc Weather Watcher arrive avec donc il y a plusieurs projets, si je dis pas de bêtises. Donc alors je suis plus expert sur Majestic 12, mais en gros vous avez des Blue Flight Teams, donc qui sont des mecs un peu tactical, mais qui sont en fait supervisés par un mec de NRO. Donc NRO, c'est les assassins qui sont là pour vous buter si vous faites de la merde. Donc à côté, il y a les mecs de Pluto. Donc en gros, vous avez des gens qui sont vraiment là pour étudier, c'est vous, pas de bol. L'équipe de recherche, c'est vous, donc les PJ sont des chercheurs de Majestic 12, qui s'appellent pas Majestic 12, mais qui font partie du projet Pluto dans Majestic 12, qui sont en fait des mecs dédiés à l'étude de phénomènes plus ou moins surnaturels, mais spatiaux, quoi. Donc ils savent pas tout, mais ils ont une vague idée de certains tout petits trucs sur Majestic 12. Et à côté, ils sont supervisés, notamment, donc il y a des pilotes d'hélicoptères, il y a un peu tout, et il y a des Black Squad, en fait, des espèces de Navy Seals, en fait, qui bossent pour la NRO, pour savoir ce qui se passe un petit peu. Le chef, en fait, le chef du groupe, c'est le NRO qui dirige l'opération. Donc on vous file, c'est un truc de fou, hein, vraiment, ils ont fait, donc on vous file la liste de tous les gens qui sont sur l'opération, les cartes, le checkpoint, tout l'équipement de recherche que vous avez, donc les caméras... vous avez un laboratoire, vous avez une comment on appelle ça ? Vous avez un laboratoire, vous avez un truc médical pour faire des autopsies, et on vous donne un petit peu, qui fait quoi dans l'opération.
Et on vous dit, bah voilà, il faut que maintenant que on vous dit, vous devez maintenant étudier, faire des recherches et comprendre ce qui se passe dans la ville. Donc vous pouvez aller dans la ville, mais sinon l'essentiel de votre tâche, ça va être dans le périmètre de sécurité, donc le QG. Et donc vous avez tous des spécialités un petit peu différentes. C'est là où vous arrivez. Donc regardez pas trop l'illustration. Donc en gros, vous arrivez, ouais, je sais pas, la fin du 22. Vous avez une timeline qui vous dit heure par heure ce qui se passe. Et donc le truc où vous arrivez, vous trouvez tous les morts, et c'est là où vous pouvez commencer votre enquête. Donc l'enquête est vraiment très intéressante parce qu'il y a fait beaucoup de trucs, donc je passe un peu la timeline. Mais l'idée c'est qu'on va vous donner, vous allez pouvoir faire étudier les corps, étudier le phénomène météorologique, étudier les ondes, et à chaque fois en fait on vous demande de savoir sur quel projet vous travaillez. Pour petit à petit comprendre ce qui se passe, sachant qu'en plus il y a des choses qui se passent au niveau des émetteurs basse fréquence, et tout ça en fait, selon ce que vont comprendre les joueurs, va permettre au fur et à mesure de commencer à leur donner des éléments de réponse. Il avait l'intention d'aller loin. 15 jerrycans de kérosène. Un crédit. À toi de jouer. Ça peut rester bouché toute la semaine. Ouais, je sais. Mais c'est nous qui sommes les plus près, alors. Eh ben, on va y aller, docteur. Mais dites-vous bien que nous allons prendre un gros risque. On connaît le refrain, ma crédit. Si les nuages s'épaississent, nous serons en plein blanc sur blanc. Plus de terre, plus de ciel. Adieu, docteur, et adieu, pilote. Moi, je disperse, au contraire. On aura une bonne visibilité. Ça se passe sur 3 jours, donc comme j'ai dit, et comme dans toute bonne trame scénaristique, plus ça va avancer, plus ça va être terrible. Donc au début, vous pouvez commencer par interviewer des mecs qui passaient par là, qui ont découvert les cadavres aussi. Donc il y a des trucs assez horribles, parce qu'il y a des gars, il y a un camionneur, il revient, il retrouve toute sa famille congelée, quoi. Sauf qu'il sait pas que sa famille est morte, parce qu'en fait, vous le détenez. Voilà, il y a plein de petites choses pour découvrir un petit peu ça. Et le problème, c'est que plus ça avance, pire ça. C'est-à-dire que le premier jour, par exemple, quand les joueurs sont en train de faire des autopsies, à un moment, s'il y en a un qui rate son jet de SAN, il est comme possédé par le Wendigo, et il commence à dévorer en fait un des cadavres. Sous les yeux, sous le regard hébété de ses potes, quoi, qui comprennent pas trop ce qui se passe. Et ça va de mal en pis, puisque en fait, donc, tout commence à congeler. C'est de pire en pire, et il y a des effets surnaturels en fait qui se passent par le Wendigo, c'est-à-dire que l'influence du Wendigo se fait de plus en plus ressentir. Donc vous pouvez continuer à faire des drôles d'analyses, notamment sur les rêves. Enfin, il y a plein de trucs. Ça va très loin pour comprendre un peu vraiment ce qui se passe. Donc des études anthropologiques aussi, pour comprendre un peu tout ce qui est lié aux mythes indiens, parce que vous pouvez aller chercher. En fait, c'est là où on vous donne la green light pour aller étudier Willy, la ville de Willis, pour comprendre, une fois que vous avez retiré les corps, qu'est-ce que vous pouvez y trouver. Donc c'est là où vous avez potentiellement l'historique récent de la ville, savoir qu'il y a un mec qui était complètement fou, qui a dit il faut faire un sacrifice à Wendigo parce que sinon on va tous mourir. Évidemment, il avait raison. La présence des Indiens, vous pouvez discuter avec des ethnologues à distance par email. Enfin voilà, il y a plein de... Il y a des dessins aussi qui sont faits un peu bizarres pour vous aiguiller sur la piste. Les légendes du Wendigo... Il y a les journalistes qui commencent à arriver aussi, donc hors de la zone évidemment, parce qu'on est avec Majesty Fuel, donc on est des petits malins. Et puis c'est là où ça part en sucette. Ça part grave en sucette. C'est-à-dire que Wendigo, c'est un petit malin. Ce qui va se passer, c'est qu'au milieu de la nuit, les animaux qui étaient congelés vont se réanimer et commencer à vous attaquer. Donc il y a des trucs assez terribles qui s'attaquent. Il y a encore d'autres rivières et autres qui commencent à se congeler. Donc il commence à y avoir une espèce de grosse flip au niveau... Parce qu'il y a aussi toutes les relations en fait, de l'équipe et du commandement de Majesty 12 à gérer. Parce que je rappelle que c'est des NRO au-dessus, donc c'est potentiellement des mecs qui sont habitués à tuer tout le monde. Donc ça monte, et ils commencent à réfléchir sur l'opération Purgatoire. Et l'opération Purgatoire, en gros, ça consiste à rayer tout dans la carte, quoi. Et en gros, ils ont de l'équipement MIGO, donc ils ont les grêles, pardon, c'est pas les MIGO, enfin c'est les grêles, leur ont filé un truc pour améliorer leur flingue. Donc en fait, leur idée, c'est d'aller au cœur de la tempête et de tout ratisser, quoi. C'est ce qui est pas forcément... Ce qui peut marcher, mais ce qui est très compliqué. Donc et pendant ce temps-là, en fait, vous êtes censé trouver la shrine, donc le sanctuaire, pour comprendre en fait qu'il faut refaire une sorte de corps. Sachant que vous n'êtes pas obligé de tuer quelqu'un. C'est-à-dire que si vous avez vraiment bien fait votre enquête, le sacrifice
peut être atténué par des moyens scientifiques notamment pour éviter que la personne se fasse tuer. Mais au moins pour endiguer en fait que le Wendigo parte. Parce que sinon, si vous voulez, ce qui se passe, hein, c'est que le Wendigo va tuer quasiment tout le monde, y compris les joueurs, et emporter tous les gens qu'il a congelés comme ça, sans qu'il y ait aucune réponse, quoi. Ce qui serait terrible pour à la fois tous les mecs de Majesty 12 forcément, mais surtout pour toute la région qui devient une sorte de zone morte où le Grand Ancien est arrivé, et il a repris un petit peu tout le monde avec lui. Donc il y a un grand débat sur le Purgatory, est-ce qu'on doit mener l'opération ou pas, et c'est là où les joueurs sont censés s'agiter ou pas. Et enfin le grand final, donc le 25, c'est le moment en fait où Wendigo s'active vraiment. Donc Wendigo physiquement va arriver... comment dire, Wendigo va physiquement arriver, il y a les humains qui étaient congelés qui vont se réanimer, et donc ceux qui vous avez laissés en autopsie, ils vont se réveiller, ils vont commencer à attaquer les vivants. Donc c'est une panique totale évidemment, et s'ils arrivent à se nourrir du sang des vivants, de dévorer un peu les vivants, ils deviennent des enfants du Wendigo, donc des créatures encore plus puissantes, encore plus vénères, et là c'est la catastrophe. Donc vous imaginez qu'est-ce qui se passe quand vous avez tous vu The Thing ou machin, donc vous avez une trentaine de Marines, Black Ops, machin, qui se trouvent face à des hordes, à plus de 200 cadavres morts-vivants, c'est assez incroyable comme truc, et c'est là où ils se disent, fuck it, on va activer Purgatory, donc on va sortir de putain de gros hélicoptères, et on va blaster tout ce qu'on peut avec la technologie qu'on a, sauf que forcément, contre Ithaca, ça marche pas forcément, enfin c'est Wendigo, pardon, c'est pas Ithaca, ça risque de très mal se passer, donc évidemment le rituel est la meilleure chose que vous puissiez faire, quoi, en le bannissant. Mais sinon, voilà, il se lève, et comme je disais, il emporte quasiment tout le monde. En plus, c'est un grand ancien, donc si vous le voyez, c'est un des 10 indécents de santé mentale. Et enfin, il part, et la région commence enfin à se dégeler, mais la ville, évidemment, de Willis est à tout jamais perdu. Avec un peu de chance, vous pouvez toujours vous barrer, il y aura un cover-up qui sera fait. Les récompenses sont assez fortes, mais c'est très compliqué Sachant que j'aime beaucoup, parce que vous gagnez beaucoup de santé mentale si vous savez exactement ce que vous faites, et ce qui est en jeu. Et sinon, vous pouvez quand même gagner en bannissant le Grand Ancien, mais sans savoir vraiment les répercussions les implications que ça a. Donc voilà, c'est un super scénario, moi je trouve que c'est vraiment incroyable. Il y a des pré-tirés, parce que forcément, vous n'allez pas faire forcément des types de Majesty 12 sur le long cours. Donc il y a beaucoup de... Voilà, il y a un peu tous les profils, avec des médecins, des majors, des pilotes d'hélicoptères, c'est très cool, et c'est tellement original. Donc, encore une fois, moi je suis allé dans les grandes lignes, hein, mais si vous lisez bien, posément, il y a plein de matos. C'est quand même un bouquin qui fait 212 pages pour 5 scénars. Là, on parle il y a 30 pages de scénar, avec, on vous dit le matos qu'ils ont, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus rigolo. Si vous devez sortir de nuit avec des night goggles, des lunettes à vision thermique, et vous voyez ils n'ont pas de vision thermique, quoi, parce que c'est des créatures mortes, quoi. Donc, non, c'est vraiment super original comme Jack Frost, c'est absolument incroyable. Encore une fois, je suis... Bon, vous allez me dire, tu dis ça à chaque fois, mais là, c'est vraiment pas mal. Autant sur les autres suppléments, j'avais un peu des réserves. Autant je trouve que sur celui-là, ça marche. Puis c'est rigolo de jouer, je trouve, Majesty 12 avant la chute, avant que tout parte en sucette. Et on finit le bouquin, alors c'est plus du bonus, il y a une agence fédérale supplémentaire qui est décrite, qui est le Air Force Office Special Investigation. Donc je vous avoue, je l'ai pas trop lu. En gros, c'est des enquêtes spéciales de l'US Air Force. C'est comme d'hab, on vous explique l'organisation, qui elle est, son budget, les points de tension avec les autres organisations, un peu comme dans Cops, et puis des profils, pour jouer des mecs de cette organisation. Et c'est tout pour moi. Donc du coup, j'espère, mon bilan, si vous le voulez, c'est que c'est très très bien. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas aussi original. Enfin, les scénarios sont plus terre à terre, évidemment, que Control Group, par exemple, qui était un truc de malade mental, ou le truc où on joue les astronautes, les machins. Mais c'est très très bien, quoi. C'est vraiment un super bouquin. Je trouve que tous les scénarios sont forts. Même si j'ai des réserves par rapport à Victim of the Heart, que je connaissais déjà. Ce que j'aime beaucoup, c'est que la majorité des scénarios sont quand même très terre à terre. C'est-à-dire que c'est pas... Je vous sens pas directement dans un truc walou. Même Jack Frost, qui est quand même assez vénère, j'ai la sensation que c'est quand même... On reste sur du terre-à-terre quasiment pendant 3 jours, et il y a juste le final apocalyptique, où dans la grande tradition de Toulouse, il faut faire le rituel, sans se faire tuer, qui est très très chouette, quoi. Même on peut faire le rituel avant, finalement, pour se sentir. Mais je trouve que dans tous les cas, que ça soit le truc à Red Hook,
l'affrontement contre le Wendigo, ou même l'histoire de la fille araignée, enfin, c'est quand même vraiment pas mal, quoi. Et puis le premier scénario d'introduction, c'est vraiment un beau scénario d'introduction, avec très peu de surnaturel, avec juste un choix à la fin, mais qui est posé, avec de la vraie enquête à la Cthulhu, une bonne ambiance X-Files, et une manière assez soft, en fait, de mettre vos persos dans Delta Green sans qu'ils soient tout de suite cramés, parce qu'il y a certains ouais, je trouve qu'il y a quand même certains scénars, généralement Delta Green, si vous les faites jouer en tant qu'introduction, c'est assez violent. En tout cas, ceux-là, ils ont juste ce qu'il faut de tension, juste ce qu'il faut de découverte pour être nickel, quoi. Donc, ouais, Dead Drops, je ne peux que plus soyer cette série de scénarios qui est parfaite, qui est pas trop originale, qui va pas faire péter vos joueurs, péter les plombs à vos joueurs comme un God Thief ou Iconoclast qui sont mine de rien assez chauds. Mais super, vraiment super. Et je pense que le préféré du lot, c'est quand même. Ouais, c'est quand même Jack Frost. Je trouve que c'est quand même très très chouette, original un peu. C'est plus comme Control Group parce que tu peux pas jouer des mecs de Delta Green standard, mais très chouette. Et sinon, ouais, celui à Red Hook, je trouve que c'est super aussi. Le fait de juste, c'est tellement original de dire l'essentiel de ton scénar, c'est dans un bâtiment en construction et tu dois souffler le chaud et le froid avec des contremaîtres, des maçons, des entrepreneurs. Je trouve que c'est assez couillu, c'est très très bien fou. Encore une fois, Shane Ivey et tout, enfin, Death Wheeler et compagnie sont quand même des très très grands scénaristes. Et pour une fois, je trouve que le traitement n'est pas trop extrême pour que ce soit quand même jouable par la majorité des MJ, des PJ sans une préparation trop démentielle. À l'exception de Jack Frost qui demande quand même un peu plus de doigté. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Et puis, toujours, on est encore une fois meilleur vœu 2025. Et puis, à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, salut!